Je m'appelle Viviane, je suis australienne et je suis en cours de naturalisation pour devenir suisse. Donc s'il vous plaît, pardonnez-moi, parfois mon accent varie un peu. Voilà. Je suis membre de 2 paroisses dans la région de Genève, la côte Anglican Church à Gingin et l'église écossaise dans la vieille ville. Côté professionnel, vous voyez, je suis DRH dans une entreprise pharmaceutique ici dans le canton de Vaud. Et je spécialise depuis 2 ans vraiment dans le recrutement, après avoir passé le reste de ma carrière dans les autres filiales de la fonction RH, surtout pour des boîtes américaines. C'est un plaisir d'avoir été invitée pour cette journée et je remercie sincèrement le Forum pour votre accueil. Aujourd'hui, je souhaite partager mon témoignage sur le thème de comment mettre à profit des autres mon potentiel unique. Je commencerai par résumer quelques leçons que j'ai retenues au sujet des décisions difficiles dans le milieu de l'entreprise et comment ma foi m'a souvent aidé dans ces situations. Et ensuite, j'aimerais donner 2 exemples concrets de comment j'applique mes talents professionnels, surtout de recrutement, dans le service des autres. J'ai eu jusqu'à présent, et je continue à avoir, une vie très heureuse et très bénie. Et je suis très reconnaissante pour cette vie. Je remercie le Seigneur tous les jours. En ressources humaines, nous avons une expression un peu vulgaire, mais un peu drôle. On appelle ça la loterie de la naissance. C'est une chance d'avoir été née dans ma famille, en particulier en 1984 en Australie, dans un foyer chrétien, avec des parents qui étaient très investis dans leurs enfants. La probabilité que je survive à l'enfance, de grandir en bonne santé, de finir ma scolarité et ensuite d'aller à l'université, ce sont des choses qu'on peut facilement prendre pour des acquis dans notre milieu très très confortable en Australie ou en Suisse. Mais pour moi, ce sont des choses pour lesquelles je remercie Dieu tous les jours. Grandir avec la reconnaissance et avec la gratitude, ça ne veut pas dire que j'ai grandi en me culpabilisant pour les privilèges dont je profite. En fait, ceci me rend attentive à tous les privilèges qui m'accompagnent depuis la naissance. Je suis quelqu'un d'assez... je pleure facilement, mais je ressens souvent de la tristesse en pensant aux autres petites filles nées le même jour que moi en 84, qui n'ont pas vécu jusqu'à leurs 5 ans, qui n'ont pas pu finir l'école primaire, qui ont peut-être été forcés dans des mariages précoces ou souffert d'autres tragédies. Ces pensées fréquentes à ces filles qui ont eu moins de chance que moi dans cette loterie de la naissance, ça ne me fait pas culpabiliser, mais ça me motive vraiment à prendre action et à rendre grâce, à réfléchir comment je peux rendre service à d'autres et comment je peux mettre à profit des autres mes talents. Le parabole des serviteurs dans Matthieu 25 et Luc 12 me vient souvent à l'esprit. C'est les serviteurs qui ont reçu du trésor et qu'est-ce qu'ils font avec. Vous avez sûrement entendu les 3 T dans différents messages à l'église. J'ai reçu du temps, du trésor et des talents. Les 3, en anglais, ça marche aussi. Time, treasure and talents. Je suis vraiment richement bénie par le Seigneur. J'ai toutes ces choses-là. J'ai le temps, j'ai le trésor, j'ai les talents. Alors que vais-je faire avec ces bénédictions ? En résumant mon idéal chrétien et ma motivation, c'est « What can I do to serve the Lord and to serve others » ? Qu'est-ce que je peux faire pour servir le Seigneur et pour servir les autres ? À la maison, au travail, à l'église, dans n'importe quelle circonstance que je me trouve. Je vais plutôt parler du don de mon temps et de mes talents. Je ne vais pas vous donner un speech ou un discours sur la dîme. Je laisse ça pour les pasteurs. Mais dans mon job de RH, j'aide nos collaborateurs à identifier leurs talents professionnels et personnels. Je les aide à les développer et à les mettre à profit de nos objectifs organisationnels. Donc pour nous, c'est la recherche, la production, la distribution de nos médicaments. Dans ma vie perso, je fais pareil. J'utilise mes talents professionnels pour aider ceux qui sont en recherche d'emploi. Et je vais d'abord vous partager un peu plus sur les témoignages professionnels. Voilà. Dans un rôle de DRH, je suis en permanence confrontée à des problématiques qui impactent les humains et qui traitent souvent des matières éthiques. Le nom de notre département ressources humaines peut souvent inspirer des sueurs chez certains, malheureusement. Et la nouvelle mode, ça vient surtout des Américains, c'est de nous appeler, de nous renommer People and Culture. Et au début, je trouvais ça un peu niais, que c'était un peu ambigu, mais de plus en plus, j'adhère à cette nouvelle, à renommer ressources humaines People, les gens et la culture. Parce que je n'aime pas l'idée de réduire les collaborateurs et les collaboratrices à des ressources qu'on peut comptabiliser aussi facilement qu'une machine ou un bâtiment ou une facture. Je suis souvent celle qui rappelle aux autres n'oublions pas que nous parlons d'êtres humains et pas juste de chiffres dans des réunions. Parfois, on me surnomme Mère Teresa, mais parfois je dis oui, mais nos valeurs sont aussi qu'on met les gens au centre de ce qu'on fait. Nous sommes là pour produire des médicaments, pour sauver des vies, pour créer des vies. Bah voilà, il faut se rappeler que c'est des gens et pas que des petites molécules ou des bâtiments ou des factures. La fonction RH, ou People and Culture, a évolué depuis que
depuis que j'y suis entrée en 2006. C'est surtout grâce à la technologie, l'automatisation, les effets transformateurs qui impactent toutes les fonctions et secteurs, comme Sébastien a montré avec l'intelligence artificielle. Mais vraiment notre mission, notre purpose, notre raison d'être en RH au sein de l'entreprise, c'est plus que ça. On est souvent vu comme étant juste le b.a.-ba des besoins des collaborateurs, que ce soit la paye, la gestion des temps, la formation, etc. Mais de plus en plus, nous sommes sollicités sur les enjeux intangibles. Comment définir notre culture? Qu'est-ce qu'elle devrait être, cette culture? Comment réconcilier la diversité, l'inclusion et l'équité avec des contraintes de business et face à des traditions, face à nos propres préjugés? Comment booster l'engagement de nos collaborateurs et collaboratrices? Comment améliorer la qualité de vie au travail? Il y a une longue liste de questions qu'on se pose et qu'on nous pose. Les leaders maintenant se rendent compte que 1. L'engagement, la diversité, l'inclusion, la culture, toutes ces choses intangibles peuvent mener à des bénéfices tangibles. Ça peut être la productivité, la profitabilité, market share, part de marché. Ça peut être plein de choses importantes. La rétention des salariés, moins d'accidents. Et nombreuses études soutiennent cet investissement de temps et de ressources dans les enjeux intangibles. Et deuxièmement, je pense que les leaders, avec cette prise de conscience, se rendent compte que les collaborateurs et les collaboratrices sont demandeurs de ces choses. De plus en plus, on a des employés, des candidats qui ne veulent pas rester dans une culture toxique. Ça peut amener des gens à démissionner, ça peut même pousser des candidats à se questionner s'ils ont vraiment envie de rejoindre notre boîte. Je pense que cette prise de conscience sur l'importance des enjeux humains, c'est d'un côté génial. On ne demande que ça en RH depuis des décennies. Mais d'autre part, c'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. Si nos leaders ou nos décideurs et décideuses ne sont pas prêts à assumer les actions, s'ils ne sont pas capables de voir au-delà de leur prejudice, ou s'ils prennent une bonne décision, mais après ils ne l'exécutent pas, c'est l'opposé de génial. Et parfois, les enjeux humains peuvent devenir de plus en plus, je ne veux pas être mélodramatique, ce n'est pas catastrophique, mais ça peut avoir un réel impact sur des individus ou sur une collectivité. Donc je trouve qu'il faut avoir le courage, qu'importe notre rôle, que ce soit HR ou pas, de creuser les sujets difficiles, d'en parler avec franchise, humilité et compassion, et d'avoir surtout le courage et la persévérance pour prendre action. Quand j'ai transféré de l'informatique aux ressources humaines en 2006, je ne me préoccupais pas vraiment beaucoup de ce genre de sujet. J'apprenais le concret du métier RH. C'était les contrats, les addendums, la paye, etc. Mais très vite, j'ai découvert l'importance, cette dimension humaine quand il s'agit des moments difficiles. Quand est-ce qu'on décide de mettre quelqu'un sur un plan d'amélioration de performance? Comment cette personne va le vivre? C'est un moment souvent de perte de confiance en soi, d'humiliation, d'isolation. Comment on peut faire un licenciement pour suppression de poste unique? Et quand ça devient un plan social qui impacte 30 personnes, 100 personnes, comment on peut gérer ce genre de sujet qui n'est pas juste faire un contrat ou régler un problème de badging pour l'absence? Comment on peut gérer une plainte d'harcèlement ou de mobbing qui est donnée anonymement ou qui n'est pas du tout donnée? Comment on peut chercher à gérer toutes ces problématiques éthiques dans notre entreprise? Je n'avais pas du tout la maturité à 22 ans de savoir ce que je sais maintenant à 40 ans. Bien faire un licenciement à l'époque, pour moi, c'était juste le faire de manière légale, dans les délais, de bien calculer les indemnités. Cette partie-là, c'est vraiment le b.a.-ba du métier. Mais ce qui va au-delà, c'était comment on le fait. Et ça, j'ai appris avec l'expérience. Je pense que c'est ce qui nous différencie dans la fonction RH, si on le fait vraiment en considérant l'être humain devant nous. Comment on le fait? Est-ce que nos messages explicites et implicites sont consistants? Est-ce que la personne qui est impactée directement est traitée avec dignité, avec respect et compassion? Et une leçon que j'ai apprise vraiment que dans les 10 dernières années, c'est est-ce que l'équipe, les clients, les partenaires de la personne impactée, les personnes autour de cette personne sont traités eux aussi avec du respect? J'ai eu le malheur de coordonner au-dessus de 1500 licenciements de postes dans ma carrière. Et j'ai dû être celle qui délivre le message dans à peu près 300 de ces cas. J'ai même dû me licencier moi-même à la fin d'une faillite. Voilà. Et c'était une conversation pénible avec moi-même. Mais bon, blague à part, je me suis toujours dit que le jour
que ce genre de conversation ne m'affecte plus, c'est le jour que j'aurai perdu mon humanité et je devrais changer de boulot. Avant chaque réunion de séparation, non seulement je me prépare en termes de processus pour être sûr que j'ai les papiers, j'ai tout ce qui est pour bien discuter, mais je me prépare émotionnellement et spirituellement. Une prière pour savoir quoi dire, quand parler, quand écouter, quand... Shut up, Viv. Pour que la personne impactée sente qu'elle est écoutée, qu'elle est valorisée, et que même si malheureusement on doit se séparer, elle compte pour l'entreprise et surtout pour moi. Je prie que si je dois être la messagère, que Dieu va encercler mes paroles avant cette discussion. Et que même si cette personne, je ne connais pas du tout leur foi, leur religion personnelle, mais comment ça va être, comme ils vont le recevoir. Je ne pense pas être la seule qui prie avant les conversations difficiles. J'imagine que nous sommes nombreux. Voilà. J'aimerais vite, parce que je vois le temps écouler, j'aimerais juste vous partager rapidement un témoignage de comment ma foi se manifeste en dehors du travail. J'aime beaucoup partager mes talents professionnels avec les communautés chrétiennes et laïques de Genève. Je suis écrivain public pour la ville de Genève, ce qui implique que j'aide les gens à écrire des lettres. C'est parfois pour des régies ou des assureurs, mais à cause de ma profession en RH, je me suis spécialisée depuis plus de 10 ans dans les CV et les lettres de motivation. Mon papa, qui était d'abord prof en Australie, puis fonctionnaire aux Nations Unies, a commencé à faire de l'orientation professionnelle informelle avec des jeunes gens qui venaient le voir à midi ou pour un café, pour les guider sur est-ce que je devrais aller au Rwanda, est-ce que je devrais travailler pour UNESCO, est-ce que je devrais aller travailler pour la Croix-Rouge, voilà. Et autour de 15 ans en arrière, pendant que j'étais encore très novice en RH, papa m'a demandé d'être sa partenaire sur ce genre de discussion café. Donc pour moi, c'était génial. J'avais toujours des repas gratuits à midi avec papa. Mais surtout, en fait, lui, il s'occupait de la partie choix de carrière, orientation professionnelle. Est-ce que c'est le bon choix? Quelles sont les autres choses importantes dans ta vie? Blablabla. Je ne devrais pas dire blabla, mais c'est ça. Et après, il me les transférait pour refaire délicatement ou impitoyablement leur CV, leur lettre de motivation, et surtout de leur botter les fesses pour trouver un emploi. Parfois, c'était botter les fesses avec, je faisais du suivi vraiment pour être sûr qu'ils allaient postuler pour des jobs, mais parfois, c'était beaucoup plus dans la gentillesse et l'encouragement. Ça dépendait de la situation. À l'époque, papa et moi travaillions tous les deux à temps plein, et pour être efficace, nous avons organisé un séminaire le samedi à l'église de Crossroads, à Ferney. Nous avons invité des lycéens, des jeunes adultes et des parents qui cherchaient à se réinsérer sur le marché du travail après avoir pris une pause pour les enfants. On a eu plus de 30 participants ce jour-là. Et nombreux ont retrouvé leur motivation pour la recherche. Et certains ont même pu trouver des boulots plus tard. Pas grâce à nous, mais je pense que c'était surtout parce qu'on les a remotivés et on leur a donné des conseils très, très, très pragmatiques. Je pense que le plus important qu'on a pu donner, ce n'était pas juste justement des conseils pragmatiques, mais c'était surtout l'encouragement pour persévérer. C'est rare que ce soit moi qui trouve le job spécifique pour lequel la personne va être prise. J'ai plutôt un rôle de coach dans ces discussions, mais surtout je les encourage. Il serait injuste de dire que des milliers de coachs ou de outplacement ou cabinets de recherche ne sont pas capables eux aussi d'encourager. Mais je pense que le fait que je le fais sans attente de rémunération, je le fais vraiment par amour pour le Seigneur et par conviction que ça c'est ma façon d'utiliser mon temps et mes talents pour Dieu. Ben, je pense que c'est ça qui fait la différence. Je suis rémunérée 5 jours par semaine pour mon boulot chez Fering, donc j'ai pas besoin de ça, voilà. Donc ce que je fais en dehors, c'est pour vraiment rendre aux autres. Souvent, les gens que nous aidons disent à moi ou à mon père, vous m'avez re-energized, vous m'avez redonné la persévérance, vous m'avez redonné la confiance en moi-même et quand j'avais perdu la foi dans ma capacité de trouver un boulot. Quand nous recevons ce feedback, non seulement ça fait chaud au cœur, mais je pense sincèrement que c'est notre façon de vivre les versets de Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. On ne cache pas notre lampe sous le boisseau. On le met sur le chandelier et on éclaire la maison. Je ne suis pas une bonne évangéliste pour prêcher l'évangile tel quel, mais je sais aider les gens à trouver un emploi et prier pour qu'ils soient motivés le long de leur recherche. Au fil du temps, papa et moi avons animé cet atelier une 12aine de fois et nous sommes très fiers d'avoir pu aider des gens à prendre confiance en eux, à hiérarchiser leurs décisions de carrière et à prendre des conseils pratiques pour trouver un emploi. Et toujours sous le toit d'une église, ce qui nous a permis de donner un petit témoignage au début et à la fin. Nous continuons chacun de notre côté à faire du coaching de carrière et de recherche d'emploi en one-to-one avec des individus qui nous sommes recommandés par des amis. Je ne pense pas que nous ayons des talents particulièrement uniques, papa et moi. Ce que nous avons, c'est de l'expérience professionnelle,
un esprit analytique, de l'empathie et de la patience. Et toutes ces qualités nous permettent d'accompagner les gens qui nous sont référés dans leur choix d'orientation professionnelle ou leur recherche d'emploi. Moi, je travaille à temps plein et j'ai un petit à la maison, donc j'essaye de consacrer 2 à 3 heures par semaine à des séances de coaching, recherche d'emploi. Il y a toujours le moyen de prendre un café ou d'inviter les gens dans notre super restaurant à Fering, ou de faire un call par Zoom, ou simplement relire un CV sur email et de le renvoyer comme ça. Et encore une fois, je reviens à 2 de ces 3 T dans Matthieu 24. J'ai le temps et j'ai le talent. Le Seigneur me les a donnés, donc je vais les utiliser. Nous avons également travaillé avec l'association Coup de main à Nyon pour animer cet atelier à 2 reprises avec des demandeurs d'asile. Nous avons adapté le flux habituel de l'atelier pour qu'il soit plus axé sur la persuasion des employeurs dans la région vaudoise et genevoise, comment les convaincre d'accepter les permis de travail pour le statut de réfugié, et pour montrer aux mentors des réfugiés et aux réfugiés eux-mêmes comment tirer parti de leur expérience professionnelle, que ça a été en Iran ou en Érythrée, et de la rendre conforme aux exigences de l'emploi suisse. Un de mes chants de louange préférés, c'est « Blessed be your name » de Matt et Beth Redman. Dans le refrain, on chante « Every blessing you pour out, I'll turn back to praise ». J'ai fait une traduction Google Translate. Chaque bénédiction que tu déverses, je reviendrai à la louange. Donc, je pense que ça sonne mieux en anglais, mais voilà. La louange peut être des chants. C'est des chants dans ma voiture, ça peut être le dimanche, quand on veut. Ça peut être des chants et des prières. Mais la louange peut aussi être à travers le service rendu aux autres. C'est ce que je fais à ma façon par le biais de choses comme le soutien à la recherche d'emploi. Nous avons tous la chance d'avoir des talents différents et ceci peut évoluer au fil des périodes de notre vie, de la même façon que le temps dont nous disposons peut aussi évoluer en fonction du boulot, des enfants, de plein de choses qui se passent. À ce stade de ma vie, j'ai la conviction que je suis au bon endroit pour accomplir l'œuvre de Dieu et que je peux consacrer mon temps et mes talents au service des autres. Ce n'est pas toujours facile, je me plante souvent en français, mais avec l'amour de Dieu et celui de mes communautés, de mes églises, je persévérerai dans la foi. Donc voilà. Merci pour votre temps et votre écoute.